Bien, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatique News, à notre rendez-vous hebdomadaire, l'invité de la semaine. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Carlo Porasanta, qui est président de Microsoft France. Carlo Porasanta, bonjour. Bonjour. Alors, vous savez, dans cette émission, on commence toujours par votre actualité de la semaine, donc de la semaine passée ou des semaines passées. Est-ce qu'il y a un élément qui a retenu votre attention plus particulièrement ? Je pense que ce qui m'a frappé, je pense comme tous les Français d'ailleurs, c'est un peu les tensions sociales que nous avons vues récemment en France. Faites référence aux Gilets jaunes, c'est ça, en particulier, en général? Parmi d'autres choses, je dirais que la tension, ce n'est pas un unique français. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels ça se passe. Moi, je viens d'Italie, donc je vois bien ce qui s'est passé ces dernières années. Je dirais qu'en France, ça s'explicite, ça se transforme avec une voix un peu plus forte par rapport à d'autres, qui va tout à notre honneur, je pense, que ça veut dire qu'il y a une grande liberté de pouvoir s'exprimer, ce qui est très positif. Maintenant, effectivement, c'est le temps aussi de comprendre comment on participe tous à une transformation. Et c'est pour ça que moi, ça me frappe personnellement, parce que je pense que le numérique est quelque chose sur lequel nous devons tous faire beaucoup plus de pédagogie et expliquer comment cela va améliorer notre vie. Ce n'est pas une menace, c'est une grande opportunité. Mais je pense que raconter cette histoire avec des exemples, il y a encore un grand chemin pour que toutes les Françaises, tous les Français voient la technologie comme une opportunité de transformation positive dans leur vie. Parmi ces éléments de la transformation numérique, il y a les réseaux sociaux qui jouent parfois un rôle, alors peut jouer un rôle positif, on pourrait citer plein d'exemples, mais qui peut jouer aussi un rôle très très négatif. Quelle position vous avez là-dessus? Déjà, il faut se rappeler que c'est une énorme opportunité d'expression. Et dans ce cadre, je pense que ce n'est pas les Français, ce n'est pas la France qui va dire que l'expression de son sentiment, l'expression de ses idées est quelque chose qu'on doit mettre de côté ou qu'on doit trop formater. Cela dit, et vous avez raison, je pense que vous voudrez le souligner, il faut que ce soit dans un cadre dont on connaît l'impact, dont on connaît les mesures. Et c'est clairement des choses sur lesquelles tout le monde doit s'améliorer, mais je pense que tous nos confrères ont déjà fait et vont continuer à faire des efforts pour permettre justement ce cadrage de l'utilisation de ces outils très puissants, mais à la fois, donc, parce que puissant, il faut les maîtriser. Effectivement, c'est la puissance, c'est-à-dire qu'on peut atteindre son quart de célébrité très très rapidement. Et, Oui. et la liberté d'expression, c'est pas de pouvoir dire n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe qui. Ou de savoir la source et les raisons, etc. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je fais juste une parenthèse, mais c'est important, parmi les actions que nous menons en France, on a cette activité que nous avons lancée en décembre dernier avec Unicité. Nous avons créé un contenu que 226 volontaires du service civique sont en train de porter aux enfants, justement parce qu'il faut sensibiliser et donner ce cadre déjà éducatif. Tous les enfants utilisent déjà ou vont utiliser des smartphones et tablettes. Ils commencent avec les outils de leurs parents et puis ils en auront un à eux. Est-ce qu'ils comprennent vraiment la puissance de l'outil, ce qu'il y a derrière et quel est le sens civique dans l'utilisation de l'outil? Voilà, je pense que nous devons faire ça et donc c'est ce que nous réalisons avec ce programme. Très bien. Alors, venons-en à Microsoft. C'est bien que vous soyez là à cette période, parce que ça fait à peu près 5 ans que Satya Nadella est arrivé aux commandes de Microsoft. Et finalement, c'était que le troisième patron de Microsoft. Il y a eu Bill Gates, le fondateur. C'est ce qui est assez exceptionnel. Voilà. Oui, en 45 donc ça donne ouais. beaucoup de continuité à l'entreprise. Oui. Néanmoins, il y a un changement à la fois de style et de fond avec Steve Ballmer. Ça, on peut pas le nier. Et le slogan, en tout cas un des slogans que Satya Nadella avait lancé quand il est arrivé, c'était Mobile First, Cloud First. C'est à la fois dans les usages, dans les utilisations pour les entreprises et pour les particuliers, mais aussi pour les acteurs. Et si on reprend ce slogan, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, du point de vue de Microsoft, finalement, mission à moitié réussie? Parce que sur le cloud, on en parlera un petit peu plus tard, la mission est bien avancée. Sur le mobile, c'est un peu différent. Alors sur les deux points, déjà, effectivement, oui, le troisième en 45 ans, c'est assez exceptionnel. D'ailleurs, vous avez raison, un profil, une personnalité très différente de Steve Ballmer. Steve Ballmer était vraiment il avait la vente dans l'âme. Satya est beaucoup plus proche, si vous voulez, à Bill Gates d'un point de vue de l'image, parce que c'est quelqu'un qui est profond dans la réflexion de l'impact de la technologie sur le monde. Et d'ailleurs, il travaille de façon très constante avec Bill, justement, parce qu'il partage cet ADN. Maintenant, sur l'équation accomplie ou pas, je pense que quand on voit le regard
des clients et des partenaires vers ce que Microsoft a fait pendant ces 5 ans, pour ne pas parler de la capitalisation boursière, je pense que le marché nous reconnaît, en tout cas quand la transformation on l'a faite, et que le business s'est radicalement transformé. Et attention, parce que quand Satya parle de mobile first, cloud first, c'est vraiment l'utilisation. Donc la satisfaction que Satya nous demande d'avoir, c'est comment la technologie que nous avons entre les mains, parce que nous avons quand même des dizaines de milliers de collègues qui construisent cette technologie, et ce que Satya veut voir, c'est quel est l'impact que cette technologie a dans comment les gens l'utilisent. Et en fait, tout est écrit dans la mission qu'il nous a donnée, c'est de permettre à chaque organisation et à chaque personne de réaliser leurs ambitions, donc de faire davantage, de faire mieux, de pouvoir profiter de la vie, de pouvoir être efficace au travail, donc de réaliser leurs ambitions. Et dans ce sens-là, ce n'est pas un hardware ou un software qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, c'est l'ensemble d'un portefeuille qui amène de la valeur et qui crée cette opportunité de transformation pour les organisations et pour les personnes. Je pense que là-dessus, la mission est remplie. D'accord, mais si on prend quand même ce problème du mobile, bon, je veux pas revenir sur le fait que vous avez cédé Nokia juste après l'arrivée de Satya Nadella, mais néanmoins, le mobile, c'est, si on compare par rapport au PC, c'est en termes de vente annuelle, c'est 5 fois plus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça génère un écosystème et une innovation qui est considérable, de laquelle vous êtes finalement un peu éloigné. Est-ce que je me trompe en disant ça? Pas vraiment éloigné, parce que ce qui compte dans l'optique de Microsoft, ce n'est pas l'objet en tant que hardware. Ce qui est important, c'est l'utilisation qu'on en fait. Toutes nos applications fonctionnent aujourd'hui sur iOS et sur Android. Et ce qui nous intéresse, c'est de permettre à tous ceux qui veulent utiliser nos services de pouvoir bénéficier de services cross-platform. Et donc, nous, ce n'est pas tant le fait d'avoir un modèle business sur l'hardware ou pas, c'est est-ce que les utilisateurs, d'un enfant qui commence avec Minecraft, à tous ceux qui utilisent Office, à tous ceux qui utilisent Skype, à tous ceux qui utilisent Teams, à tous ceux qui utilisent nos business apps, est-ce qu'ils ont une expérience globalement sur tout le device? C'est pour ça que quand il dit mobile first, ce n'est pas le fait d'être dans le hardware lui-même. Ça, c'est un choix. Donc, en fait, lui, c'est simple. Hein. Il a dit, est-ce que c'est un besoin du monde d'avoir une troisième plateforme quand il y en a deux qui fonctionnent déjà? Absolument. C'est très très clair comme message. Mais c'est pas que le hardware, il y a l'OS aussi. Microsoft a essayé pendant très longtemps d'avoir un Oui, mais OS. ce n'est pas forcément un business très lucratif. D'ailleurs, il y en a qui le donnent gratuitement. Est-ce que ça ne crée pas un écosystème L'écosystème, on considère que c'est les applications qui vont le créer. Ce n'est pas forcément d'un point de vue de l'outil, l'OS. Et donc, nous, on est content quand, effectivement, sur un téléphone qui soit iOS ou Android, donc l'utilisateur est satisfait. Pour nous, ce qui compte, c'est est-ce qu'il a des applications Microsoft sur lesquelles il met de l'importance. Est-ce qu'il travaille avec des applications Microsoft? Est-ce qu'il communique? Est-ce qu'il collabore? Est-ce qu'il se sent plus créatif avec des applications Microsoft? D'accord. Alors maintenant, parlons du cloud. Donc ça, c'est la deuxième partie de ce slogan. Finalement, le cloud, vous êtes référencé comme dans le top 4 et même maintenant dans le numéro 2 de ce marché dont AWS est le leader. De manière un peu... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, ça m'a surpris que finalement, Amazon venant d'un peu nulle part et tout d'un coup, enfin pas tout d'un coup, mais en quelques années, devenu le leader. Mais pour ce qui vous concerne, donc vous avez bien avancé dans ce domaine du cloud. Le cloud, ce sont des technologies complexes, ce sont des investissements considérables parce qu'il faut construire, contrairement à l'image qu'on peut avoir du cloud, il faut avoir des data centers, vous en avez 4 en France, mais c'est aussi, pour ce qui vous concerne, ce sont les partenaires, il faut amener les partenaires vers le cloud. Et, enfin, on peut rappeler que votre chiffre d'affaires est réalisé à 80% ou 95% par des partenaires. Est-ce que dans cette évolution vers le cloud, finalement, ça n'a pas été la partie la plus difficile? Alors, pas vraiment, et j'y reviens, en fait, l'accélération que nous avons eue ces dernières années est largement due aux partenaires, donc j'y reviens à la fin, mais quelques précisions au début. Donc Amazon a fait un très bon travail il y a quelques années en anticipant sur tout le monde, à inventer quelque part le concept de mettre en place de l'infrastructure pour d'autres clients. Par contre, je tiens à préciser qu'effectivement, nous sommes le deuxième quand on regarde la partie marché infrastructure, donc quand on regarde AWS par rapport à Azure. Mais quand on regarde les clouds, parce que Microsoft a 3 clouds et pas seulement un, quand on regarde tout le business que nous faisons en cloud, nous sommes, depuis déjà longtemps, le numéro 1. Et ça, je le dis pas juste pour de la compétition tout court, c'est juste pour dire la grosse différence
dont nous sommes fiers, c'est que nous ne sommes pas une entreprise cloud native. C'est-à-dire que nous ne sommes pas nés dans le cloud. Nous avions un autre modèle. Ce que Bill Gates a inventé, c'est le logiciel. La mise à disposition d'un logiciel qu'on installait sur un serveur ou sur un ordinateur. Avoir cette capacité de se remettre en cause. Peut-être avec Amazon qui l'a fait avant nous d'un point de vue du produit. Mais la capacité de se remettre en cause et de transformer de façon aussi radicale son propre business model, ça c'est remarquable en capacité et en vitesse. Donc nous en sommes fiers. Maintenant, c'est vrai que nous avons commencé un petit peu après. C'est vrai que nous sommes allés très très vite. Aujourd'hui, on a des taux de croissance qui sont les plus forts du marché. Les investissements sont gigantesques. On dépense 12 milliards en recherche et développement, 15 milliards juste pour la construction des clouds. Nous sommes présents aujourd'hui en 42 zones dans le monde. Donc la France est une zone, mais il y en a 42. Et ça veut dire que notre présence géographique est plus large que la somme de AWS et Google ensemble. Donc on a quand même une capacité d'investissement qui continue à être très forte. Et ça nous positionne justement pour pouvoir fournir cette énergie computationnelle à tous les clients, partout dans le monde, et les accompagner dans leurs évolutions. Pour ce faire, vous avez totalement raison, on a dû transformer aussi notre écosystème, c'est-à-dire raconter la bonne histoire, leur donner envie de changer de business model et donc de se transformer à leur tour. Et je pense que je peux dire que nous sommes très satisfaits parce qu'aujourd'hui, il y a 90% des partenaires avec lesquels on travaille qui sont déjà dans le cloud. C'est 10 000 partenaires en France à peu près. En France, c'est 10 000. Mais quand je regarde surtout les 200 plus grands qui font le chiffre d'affaires de Microsoft France, c'est incroyable la transformation qu'ils ont réalisée. Et donc, toutes les semaines, tous les jours, nous sommes à côté d'eux pour continuer à les aider à se transformer. Et aujourd'hui, les résultats que nous avons en France et puis dans les autres pays est largement dû à cette force de frappe extraordinaire qui est notre écosystème. Alors effectivement, pour aller dans votre sens, c'est vrai que c'est plus difficile quand on a une page blanche de faire quelque chose, et c'est pour ça qu'Amazon et Google sont arrivés très vite sur le cloud. Pour les acteurs qui étaient déjà précédemment sur les vagues précédentes de technologie, c'est beaucoup plus compliqué, et de fait, il y a vous et IBM, il n'y en a pas d'autres, donc ils sont arrivés sur ces marchés. HP a par exemple abandonné. Maintenant, pour ce qui est de la stratégie cloud, est-ce que votre ambition c'est de devenir une plateforme neutre sur laquelle on va trouver toutes les technologies, ou est-ce qu'au contraire, c'est créer une sorte de synergie entre votre cloud et vos propres technologies pour tirer avantage de cette synergie? Et j'illustrerai cette réflexion par l'exemple de VMware vous collaborez avec VMware en ce moment pour installer VMware sur Azure. Donc laquelle des deux de ces deux options vous allez retenir? Alors la stratégie que nous avons est clairement de devenir une plateforme, ou même, moi j'appelle toujours ça un Lego, parce qu'en fait c'est plein de petites briques qui construisent en fait des plateformes. Mais un toit c'est des tuiles, donc il faut que les tuiles forment un toit. C'est quand oui, même mais le toit pour nous c'est ce que le client va construire au-dessus. Donc nous, notre positionnement c'est de dire, l'entreprise en face de nous, l'organisation, ça peut être une entreprise ou une organisation publique, l'organisation a besoin de transformer la façon d'opérer avec l'informatique, la façon d'utiliser les données pour créer de la valeur, et in fine, c'est d'apporter une valeur à leurs clients, qu'ils soient consommateurs ou entreprises à leur tour. Pour faire cette transformation, ils ont besoin de puissance informatique, ils ont besoin demain d'intelligence artificielle, ils auront besoin de quantum computing, donc ils ont besoin de changer de paradigme. Nous avons construit donc avec Azure, avec Dynamics, avec Office 365, les 3 clouds qui permettent à une entreprise de digitaliser l'ensemble de ses processus. C'est pour ça que je tiens à le dire, nous avons le plus grand cloud global possible, et en scope d'activité qu'on peut faire pour une entreprise, nous sommes les seuls à pouvoir couvrir l'ensemble des besoins d'une entreprise. C'est ça notre métier. C'est des clouds qui sont ouverts au fait de travailler avec l'ensemble de l'écosystème. Donc les bases de données de la concurrence fonctionnent sur Azure, l'open source est le premier workload dans Azure, et petit à petit, voilà, on ajoute régulièrement des nouveaux partenariats pour que tout fonctionne sur Azure. On a parlé de SAP, tout le monde travaille aujourd'hui sur Azure, parce que cela répond à un besoin du client. Un client qui veut transformer son outil informatique et qui choisit Azure a besoin de pouvoir retrouver à l'intérieur de ce cloud toutes les briques. Et donc c'est une notion d'ouverture qui est vrai, c'est peut-être au nouveau depuis quelques années chez Microsoft, mais c'est totalement notre stratégie. Et avec ça, nous voulons être vraiment l'énergie computationnelle des entreprises, avec la particularité par rapport à d'autres, que c'est notre seul business model. Nous n'avons pas d'autre business model que celui-là. Donc, le succès des clients qui utilisent Azure et nos clouds est notre succès,
et nous n'avons pas d'autres sources de revenus que celui-là. Très bien. Alors, parlons un peu de Microsoft France, puisque c'est ce que vous connaissez le mieux, sans doute. Est-ce que, enfin, de votre point de vue, quels sont je dirais, les atouts de la filiale française par rapport à, je dirais, son écosystème corporate, si je puis dire? On a beaucoup parlé récemment d'intelligence artificielle, parce que vous avez fait pas mal d'annonces, donc pas plus tard qu'il y a une ou 2 semaines, sur la création d'un laboratoire d'intelligence artificielle. Est-ce que l'IA, c'est un des domaines particuliers, mais est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Est-ce que vous pouvez nous donner une image un peu Je dirais que la chose qui m'a frappé le plus en revenant en France il y a 1 an et demi, c'est la capacité de notre équipe chez Microsoft France d'avoir un impact en fait sur l'inflexion d'une stratégie vers la modernité et vers la technologie avec nos plus grands clients. Ça, c'est très important. C'est l'ambition que Microsoft se donne dans le monde, mais bien sûr, il y a une vitesse avec laquelle on arrive à avoir cet impact. Et je dois dire qu'en France, on a des exemples aujourd'hui frappants de clients avec lesquels on fait des choses remarquables. Je pense à Publicis, je pense à Adecco, je pense à Schneider, je pense à plein de clients que nous aidons vraiment à changer eux-mêmes de business model grâce à la technologie. Et ça, je pense que c'est une fierté de l'équipe et c'est quelque chose qu'on veut faire toujours plus. Et cela a porté effectivement à renforcer les messages autour de l'intelligence artificielle, justement pour la pédagogie qu'on considère nécessaire pour accompagner cette transformation en France, et profiter aussi d'une caractéristique très particulière en France, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, qu'on devrait d'ailleurs appeler différemment, on devrait l'appeler intelligence numérique, parce qu'artificielle, ça a toujours une connotation un peu non naturelle, donc ça semble être en contradiction avec les femmes et les hommes, ce n'est pas le cas. Alors, ces intelligences que les ordinateurs sont capables d'exprimer, voilà, c'est quelque chose d'important et on a besoin que ce soit une opportunité pour tout le monde, d'où le fait d'avoir investi fortement en France pour qu'il y ait un plan à 360 degrés de comment ce que nous apprenons et ce que nos clients et nos partenaires apprennent, on puisse le partager avec d'autres. Donc, parcourir cette courbe d'apprentissage le plus vite possible en le partageant avec les autres. Comment est-ce qu'on aide sur la partie skills? On parlait des enfants tout à l'heure, mais il y a aussi les étudiants, il y a aussi les startups, il y a aussi les professionnels de l'IT. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener la culture cloud, intelligence artificielle chez tout le monde? Et comment on crée des écosystèmes? Ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire que l'innovation de demain ne se fait plus organisation par organisation, mais ça se fait cross-organisation, peer-to-peer, plateforme-to-plateforme. Et on a besoin donc de créer des écosystèmes, et c'est les axes que nous avons pris pour faire cette transformation. Et là, je pense qu'en France, nous avons donc anticipé ça par rapport à beaucoup d'autres pays, parce que la France, c'est la nation des mathématiques et de la philosophie. Et en réalité, quand on regarde ces nouvelles intelligences, de quoi elles sont faites, il faut comprendre des algorithmes, donc c'est surtout des mathématiques qui sont à la base de cette transformation. Et puis, il faut avoir une idée forte de comment utiliser ces nouvelles technologies à bon escient. Et donc, la partie éthique, la partie impact de cette technologie est quelque chose d'essentiel. Et je trouve, et nos execs corp trouvent, que la maturité de réflexion et d'analyse qu'il y a en France sur la puissance de ces outils et sur la bonne utilisation de ces outils est très remarquable au niveau mondial. Alors effectivement, encore pour aller dans votre sens, le plan Villani, c'est un mathématicien, oui. Et il a mis en avant ce côté éthique, bien sûr, fortement. Absolument. Mais est-ce que parallèlement à l'IA, il y a d'autres domaines sur lesquels la filiale française est particulièrement avancée? C'est ce que je vous disais au début. Je pense que l'IA, c'est l'outil, le cloud, c'est l'outil, mais qu'est-ce que nous en faisons pour transformer? Je pense que nous pouvons être fiers de ce que nous sommes en train de réaliser avec les clients, de plus en plus avec des écosystèmes de clients. Je pense à l'agriculture, on peut en toucher 2 mots, mais le fait d'avoir, la semaine dernière, annoncé, enfin on l'avait annoncé il y a quelques semaines, mais renforcé le partenariat qu'on a par exemple avec InVivo. L'agriculture, c'est plein de filières où il faut tout transformer, de l'agriculture à l'élevage, à la définition d'un produit et à la distribution du produit. Donc travailler avec InVivo, qui est un groupe qui touche 300 000 producteurs en France et qui va permettre d'avoir un impact sur comment les Françaises et les Français et demain dans le monde, les gens vont s'alimenter, ça c'est une question d'écosystème. Je pense qu'on peut être orgueilleux de cet impact. Et puis vous le disiez tout à l'heure, la transformation de l'écosystème partenaire. Ça je pense que les pas en avant qui ont été faits ces dernières années sur l'écosystème français sont remarquables. Et donc nous on est content quand les partenaires français brille dans le monde. Alors, on va terminer cet entretien sur une réflexion que je vous soumets. Donc, puis on revient sur le fait que Satya Nadella est là depuis 5 ans. Donc, c'est une période à partir de laquelle on peut commencer à tirer quelques enseignements. Si on regarde sur l'indicateur
un des indicateurs majeurs, c'est le cours de l'action. Là, de ce point de vue-là, il a 20 sur 20, puisque l'action a été multipliée par 3 depuis qu'il est arrivé, donc ça c'est très bien. Mais il se dit que finalement, le changement le plus important qui est intervenu depuis qu'il est là, c'est le changement culturel au sein de l'entreprise. Et ça, vous êtes 130 000 Microsofties, et ça c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Je pense que, je ne sais pas si c'est déjà le cas dans certaines universités dans le monde, mais si ce n'est pas le cas aujourd'hui, en 2019, ça va être le cas dans les prochaines années. Ce qui s'est passé dans ces 5 ans, et je pense dans les 5 prochains, ça va devenir un business case. Quand les jeunes vont aller faire leur MBA. Parce qu'en fait, une transformation d'entreprise, effectivement, de plus de 100 000 personnes, de 100 milliards, la capacité de créer cette vitesse d'exécution sur des bons produits, faire en sorte que chaque année, on puisse, avec une croissance à 2 digits, créer en un an, c'est comme si on créait une boîte de 10 milliards tous les ans, c'est quand même remarquable. Et effectivement, il l'a fait non seulement parce qu'il comprend bien la puissance de la technologie et créer de la bonne technologie pour permettre aux entreprises d'en tirer parti, mais parce que je pense qu'il est remarquable dans son aspect de gestion de la culture d'entreprise. Ce qu'il a fait pour rendre Microsoft plus humble, plus empathique, plus proche justement de ses clients, qu'ils soient personnes ou organisations, est remarquable. Sa capacité d'écoute, sa capacité d'être vraiment un leader international, sa capacité de s'intéresser à ce qui se passe dans un pays, de s'en rappeler parfaitement et d'avoir une ambition pour chacun de nous. Moi, je suis époustouflé quand les discussions que nous avons, dans mon cas ici, pour la France. Satya a une ambition pour ce qui se passe ici, pour ce qui se passe pour les clients français, pour ce qui se passe pour l'écosystème. Il veut savoir quelles sont les startups qu'on est en train d'aider à créer. Il veut savoir comment nous opérons avec les clients. Il veut savoir comment on aide ces transformations. Et ça, c'est fantastique. La décision de mettre un centre de recherche d'intelligence artificielle pour les business applications à Paris est due au fait qu'il a compris ce qui est en train de se passer ici et qu'il veut y participer. Et donc voilà, donc nous allons avoir plus de collègues pour pouvoir aider cette transformation sur comment on développe les applications. On vient d'annoncer HoloLens V2 à Barcelone au Mobile World Congress. Voilà, maintenant on a des collègues qui vont nous aider à mettre tout ça en musique, non seulement pour la corporation, mais pour nous avec les clients. Donc il est passionné, il est fondamentalement passionné par la transformation de la société qu'on peut atteindre grâce à la technologie, et bien dans cet ordre-là. Et c'est ça la grande différence qu'il est en train de faire pour notre organisation. Très bien, écoutez, je propose qu'on reste sur cette note très positive et je vous propose qu'on se rencontre avant 5 ans, puisque vous disiez que, en tout cas, Carlo Porasanta, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.